Qu'est-ce qui fait mon identité? Voilà une question centrale qui a traversé probablement tout esprit humain. Réflexion qui touche bien entendu à la psychologie, avec les notions de moi, de surmoi, d'inconscient, etc. D'autant plus quand on se penche sur les états psychotiques ou névrotiques, puisque ce qui fait l'identité du sujet de son propre point de vue est différent du point de vue, disons, classique. Pour un psychotique, l'image de soi est morcelée, et le névrotique n'existe qu'au travers des autres. Bien sûr, je schématise grossièrement, mais cela renvoie à une notion fondamentale, la subjectivité. Du coup, peut-on définir ce qui fait notre identité en tant qu'individu, notre individualité, d'un point de vue objectif? Est-ce que la biologie, par exemple, peut nous apporter une réponse plus satisfaisante? Déjà, en biologie, on raisonne souvent avec le concept d'espèce ou de population, car raisonner à l'échelle des individus serait ingérable. On reconnaît bien qu'il y a une variabilité de caractère d'un individu à l'autre, c'est la base des sciences de l'évolution, mais on crée systématiquement des ensembles. Mais bon, justement, les individus varient, donc ils ont une identité propre. La voilà notre réponse. Eh bien non, ce n'est pas si simple. Car on oublie une chose, un individu est lui-même constitué d'ensembles de cellules agissant de concert pour la survie de l'organisme qu'elles forment. Ces cellules sont des unités du vivant et ne sont pas toutes identiques non plus. Il y a variabilité au sein même de notre identité. Mais il y a plus dérangeant. Nos cellules ont une durée de vie bien plus courte que la nôtre, à proprement parler. Autrement dit, elles se renouvellent toute notre vie par division, ce qui signifie qu'au moment où je vous dis cela, les cellules qui vous constituent ne sont plus les mêmes que celles qui vous constituaient il y a quelques mois, quelques années, et à votre naissance. Certes, votre patrimoine génétique est le même, mais vos cellules actuelles sont des clones de vos premières cellules. Vous êtes en reconstruction permanente. Cela amène à un paradoxe, comme celui du bateau de Thésée. Si tous les éléments constitutifs de l'objet ont été remplacés, est-on toujours face au même objet? De plus, ce que j'ai dit plus tôt n'est pas tout à fait vrai, car à chaque division cellulaire, il peut y avoir des erreurs de copie de l'ADN, des mutations. Donc votre patrimoine génétique change quelque peu en fait. C'est ce qui provoque notamment le vieillissement. Donc ce que l'on pourrait définir comme étant la base de notre identité, en tant qu'individu, change au cours du temps. Suis-je moi ou bien une copie de moi? Devrais-je me considérer comme un autre et changer de nom à différents stades de ma vie, puisque je ne suis plus celui que j'étais hier et ne serai plus le même non plus demain? Mais là, vous allez me rétorquer, ce qui fait que je suis moi, c'est mon esprit, ma conscience, mes souvenirs, bref, mon cerveau. Et en effet, les neurones sont les seules cellules de notre corps qui ne se renouvellent pas, donc félicitations, vos neurones sont toujours les mêmes. Sauf que les neurones dégénèrent avec le temps, donc votre système nerveux change car il perd des neurones au cours du temps. De plus, le cerveau est un organe plastique. Il ne reste jamais figé. Selon les expériences que l'on vit, les choses que l'on apprend, les stimuli auxquels on est confronté, les connexions entre les cellules de notre encéphale se modifient, en nombre et en organisation. On parle de plasticité cérébrale. Dernier point vis-à-vis des souvenirs, la mémoire est une reconstruction à partir d'informations fragmentaires situées dans différentes zones du cerveau. Comme tout dans l'organisme, elle se détériore avec le temps. Or, le cerveau détestant le vide, il va réinventer, voire créer des éléments pour combler les manques et reconstituer un souvenir complet et cohérent. Donc, plus on se souvient d'un événement, plus il est réinterprété et s'éloigne de la réalité initiale. Donc là encore, il y a un changement de nos perceptions avec le temps. Et ce n'est pas fini, on peut encore enfoncer le clou. Un humain est constitué de plus de cellules non humaines que de cellules humaines, car il abrite un grand nombre de bactéries et de micro-organismes avec lesquels il vit en symbiose. Or, des expériences ont démontré que la présence ou non de certains types de bactéries, dans l'intestin d'un individu par exemple, pouvait avoir une influence majeure sur son comportement, de son agressivité à son instinct de survie. On retrouve le même genre de cas de manipulation chez certains parasites qui vont modifier le comportement de leur hôte dans leur propre intérêt, pouvant aller jusqu'au suicide volontaire de ce dernier. Un exemple connu, le toxoplasme,
Toxoplasma gondii, qui va induire chez la souris infectée une attirance irrépressible pour son prédateur naturel qu'est le chat, afin que celui-ci la dévore. Le chat étant l'hôte définitif, indispensable dans le cycle de reproduction du parasite. Donc, suis-je vraiment maître de moi-même et de mes actes? Comment savoir si une autre entité ne tire pas les ficelles? Les gens aimant les chats sont-ils parasités et manipulés? Il y a de quoi devenir paranoïaque. Enfin, des études récentes semblent montrer que certains de nos comportements, comme la gestion du stress ou les phobies, et des traumatismes psychologiques pourraient être héréditaires et se transmettre via des facteurs dits épigénétiques. Certains parlent alors de psychogénéalogie. Donc, ai-je décidé de mes actions? Ai-je toujours fait mes propres choix ou ai-je été influencé par ce que m'ont transmis mes ancêtres? Pour conclure, tout ceci est bien épineux, et ce genre de questionnement métaphysique est probablement voué à rester une réflexion vagabondante, purement subjective, malgré l'apport de données concrètes.